raffermissement des liens de coopération entre le Mali et ses pays amis, 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance ce matin au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit des ambassadeurs de Cuba, de la Mauritanie, de la Chine et du Vatican. Les enfants de la pouponnière et les femmes de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali ont reçu la visite de l'épouse du chef de l'État. Échanges et remises de l'eau de structure ont été les temps forts de la rencontre. C'est parti pour la deuxième édition de la foire agricole FASCO. Le monde de l'agriculture s'est donné rendez-vous au stade Bababa Traoré de Sikasso. Pour cette édition, ils sont plus de 100 exposants à être présents sur les lieux. Nous sommes jeudi 11 décembre. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Ballet diplomatique ce matin à Koulouba. 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit des ambassadeurs de Cuba, de la Mauritanie, de la Chine et du Vatican. Si les 3 premiers résident à Bamako, le 4e a pour résidence Conakry. Avec la présentation de ces lettres de créance, le Mali renforce ses relations diplomatiques avec ses pays amis, nous signale Mohamed Diarra. Découvrons ensemble. 4 nouveaux diplomates qui se succèdent pour présenter au président de la République les lettres qui les accréditent au Mali comme ambassadeurs extraordinaires. Le premier à monter le perron de Koulouba, c'est bien Carlos Gutiérrez Corrales. Il est le nouvel ambassadeur de la République de Cuba au Mali. J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celle par laquelle son Excellence, M. Raúl Castro Ruz, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Âgé de 62 ans, le diplômé en relations internationales a une riche carrière dans la diplomatie. Il a servi de trait d'union entre Cuba et d'autres pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et des Caraïbes dans le domaine de la coopération bi- et multilatérale. Jusqu'à sa nomination, il était ambassadeur de Cuba en République de Guinée. Après l'ambassadeur cubain, c'est le Mauritanien Mohamed Ould Mekale, 50 ans, qui a désormais la charge de dynamiser la coopération entre Bamako et Nouakchott. Il est professeur d'enseignement supérieur doublé de la casquette des polyglottes, français, arabe, anglais. Ce diplomate chevronné a une connaissance parfaite du Maghreb. Il fut chef de mission à l'ambassade de Mauritanie à Rabat et directeur du Maghreb arabe au ministère des Affaires étrangères de son pays. La République populaire de Chine place sa confiance en une femme pour remplacer Chao Zhongming en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Mali. Âgée de 52 ans, Hu Yinglu a très vite embrassé la carrière de diplomate. À 22 ans déjà, elle était fonctionnaire au département Afrique du ministère des Affaires étrangères de la Chine. Elle a occupé les fonctions d'attachée, de conseillère et de secrétaire de son pays en RDC, à Madagascar et au Burundi. En plus de sa langue officielle, elle parle correctement français. À l'exception de Santo Gangemi, les 3 premiers ambassadeurs résident au Mali. L'envoyé du Vatican qui assumera les fonctions d'ambassadeur a pour résidence la Guinée-Conakry. Ce théologien a été conseiller de la nonciature apostolique en France, en Espagne et en Égypte. En avril 2010, il fut nommé délégué adjoint du Saint-Siège auprès de l'Organisation de la Ligue des Pays-Bas. 2 ans plus tard, il est nommé nonce apostolique dans les îles Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le quinquagénaire est de nationalité italienne. Et nous avons cette nouvelle, le montant de plus de 62 milliards de francs CFA d'aide budgétaire de l'Union européenne à notre pays annoncé le 2 décembre dernier est tombé dans le compte du Trésor public. Dans un courrier adressé au chef de la délégation de l'Union européenne, le ministre de l'économie et des finances écrit, je cite, « Je vous confirme l'encaissement le 8 décembre 2014 dans le compte courant de l'Agence comptable centrale du Trésor ouvert dans les livres de la BCAO de la somme de 62 milliards 241 millions 680 110 francs CFA au titre du décaissement par l'Union européenne de la 3e tranche fixe et 2e tranche variable de son aide budgétaire à notre pays. Ces ressources, selon le ministre de l'économie et des finances, seront d'un apport inestimable dans la mise en œuvre des politiques publiques du Mali.
Le troisième comité interministériel sur le climat des affaires s'est tenu ce matin sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Ce cadre de concertation intragouvernementale a porté sur la mise en œuvre des actions de réforme au Mali. Au cours de ce comité, des décisions importantes ont été prises. Keïta Zenaboussako de la cellule technique des réformes des cadres des affaires nous en parle au micro de Ibrahima Choukari. Ce comité interministériel, comme j'ai dit tantôt, qui est le cadre de concertation vraiment intragouvernemental, est l'opportunité justement pour que les différents ministères puissent se pencher sur l'état d'exécution du plan d'action à court terme qui a été adopté lors du deuxième comité interministériel tenu il y a 3 mois de cela. La périodicité de ces rencontres-là sont trimestrielles. C'est l'opportunité effectivement de faire le point sur les actions de réforme. On a élaboré un plan d'action de court terme qui est éclaté en 3 axes stratégiques. Le premier axe stratégique porte sur l'attractivité du Mali, c'est-à-dire comment faire pour rendre le Mali entre guillemets séduisant pour que les gens puissent venir investir dans le pays et que les investisseurs nationaux également puissent prendre des décisions opportunes. Le deuxième axe porte donc sur la pratique réelle, donc le réinvestissement. Donc ce sont les levées d'intention, etc. que nous faisons quand on est installé, une fois que l'entreprise est installée. Et le troisième axe que je considère qui est l'axe le plus important, qui porte sur le renforcement donc de la cellule technique et les réformes structurelles, qui est un peu le ciment de toutes les réformes que nous menons, parce que ça va au-delà donc des aspects économiques et ça prend en compte également d'autres dimensions telles que l'environnement sociologique, la résistance aux réformes, le changement de mentalité, etc. Parce qu'on se rend compte que dans notre environnement, les Maliens réussissent très bien à l'étranger, mais quand ils sont ici, ils sont dans un environnement qui n'est peut-être pas propice et qui n'a rien à voir avec les aspects économiques sur lequel il faut travailler pour que nous puissions avoir un environnement des affaires sain. Et nous avons ce communiqué. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion nationale et internationale que dans la matinée du jeudi 11 décembre 2014, les forces armées maliennes et les forces françaises ont mené une opération conjointe dans la zone de Tabakor, dans la région de Gao. Cette opération dirigée contre des terroristes a permis de neutraliser Ahmed El Tilemsi, membre fondateur du Moujao, émir d'Amourabitoun, et dont le nom de guerre est Abderrahman Ould Amar. 6 autres terroristes ont aussi été tués et 3 autres faits prisonniers. Le ministre se félicite de ce que l'on ne déplore aucune victime ni aucun dégât matériel du côté ami. Saluant le professionnalisme des forces engagées pour la réussite de cette opération, le ministre de la Défense et des anciens combattants rassure les populations que les FAMA et les partenaires poursuivront leur mission de défense du territoire, la protection et la sécurisation des populations et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est tard dans la soirée que la 19e édition de l'espace d'interpellation a pris fin hier au Centre international des conférences de Bamako. Le Premier ministre qui assistait à cette cérémonie a dit prendre une bonne note des différentes recommandations formulées par le jury d'honneur. Suivant un extrait du discours de clôture du chef du gouvernement Moussa Mara, des propos recueillis par Al-Husseini Touré. Après une longue journée d'échange entre interpellateurs et interpellés, la 19e édition de l'espace d'interpellation démocratique a formulé plusieurs recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la gouvernance au Mali. Les recommandations dirigées vers le gouvernement et la société civile concernent l'éducation et la formation, la justice, l'environnement, le foncier, la situation des femmes et des enfants et les droits liés au travail. À l'endroit des autorités du Mali, prenant en compte les nombreuses communications et interpellations portant sur les pratiques et comportements inappropriés de fonctionnaires et d'élus de la nation, sur l'état de la gouvernance démocratique et le développement de la corruption, le jury recommande une large campagne publique de moralisation et le strict respect de l'état de droit. Il souhaite que ces comportements ne restent pas impunis et que des comptes soient rendus au peuple malien. Il demande le développement d'une campagne de responsabilisation des élus, des agents de l'État et des collectivités locales en les rappelant au sens de l'État et du service public. Constatant que de nombreuses interpellations concernent aussi bien la spéculation foncière que la régularisation de dossiers individuels, le jury déplore les actes de corruption, de népotisme et d'abus de pouvoir d'agents de l'État, préjudiciables tant à l'État malien qu'aux populations de nombreuses régions.
Le jury recommande au gouvernement de mettre à profit la période en cours de refondation de l'État pour rappeler à tous le respect des valeurs essentielles, valeurs républicaines, intellectuelles, morales et religieuses. Le président du jury a, au nom du jury d'honneur, rendu un vibrant hommage aux autorités de notre pays pour les efforts consentis dans le sens de l'amélioration du quotidien des Maliens. Vous avez l'impression que les autorités qui vous dirigent sont peut-être insensibles à vos préoccupations. Il n'en est rien. Vous avez posé des réclamations et vous n'avez pas eu de réponse pour certains d'entre vous. Depuis longtemps, je vous sais gré de votre persévérance car les tâches d'un gouvernement sont multiples et diverses. Souvent dans nos contrées, les moyens manquent. Dans mon pays, j'observe les mêmes récriminations. Et j'invite mes compatriotes à la patience et à la compréhension. De son côté, le Premier ministre a dit avoir pris bonne note des recommandations et promet d'œuvrer à la satisfaction des sollicitations de nos concitoyens. Plusieurs interpellations reviennent. Certains pour la 5e fois. Cela ne nous honore pas. Nous devons agir mieux pour traduire dans les faits les résolutions prises ici. À ce titre, je demanderai dans les jours à venir à chaque ministre de concevoir un plan d'action, d'exécution des recommandations de l'EID, faisant ressortir le chronogramme de mise en œuvre, les services responsables, et une fois par mois, il sera fait un point d'exécution de ces recommandations destinées au Premier ministre. Au niveau du gouvernement, nous ferons un suivi trimestriel de l'exécution des recommandations de l'EID en conseil de cabinet et vous informerons, monsieur le médiateur, des résultats obtenus trimestre après trimestre. Rendez-vous est donc pris pour la 20e session afin d'évaluer le taux d'exécution des présentes recommandations. Au cours de cette 19e édition de l'EID, je vous rappelle que 23 interpellations ont été admises, lues, répondues. Ces interpellations concernaient plusieurs membres du gouvernement. Elles sont entre autres liées à des violences à domicile, des litiges fonciers ou encore la lutte contre la corruption et la mendicité. Compte rendu Mahamadou Doumbia. Sur les 23 interpellations retenues par cette 19e session de l'espace d'interpellation démocratique, une douzaine sont consacrées aux litiges fonciers, la lutte contre la corruption, la mendicité, les problèmes d'emploi, les violences à domicile, les difficultés que vit l'association des chauffeurs de taxi, les problèmes d'équivalence de diplôme des sortants de l'IPR-IFRA, les véhicules non dédouanés appartenant à des hauts responsables qui circulent sans immatriculation ou sans vignette. C'est une réalité aussi, c'est un constat, et c'est pas normal. La balle est dans le camp de tout le monde pour prendre les mesures qui s'imposent. Le dossier, on ne l'a pas retrouvé. C'est ce qui ressort des investigations lorsque j'ai été saisi de ce problème. Monsieur Samaké m'a dit qu'il est bien au courant de ce dossier, qu'il pourrait nous aider à l'exhiber. Et donc, madame, vous pourrez prendre contact avec monsieur Samaké, aujourd'hui membre du jury de l'EID, qui est prêt à vous apporter son aide. Et dès que cette aide nous permettra de prendre en charge vos questions, je vous assure que j'y veillerai, on prendra en charge votre problème. À propos des autres dossiers, comme par exemple les tracasseries dont sont victimes les Maliens revenant d'Espagne à l'aéroport Bamako-Sénou, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samaké, a affirmé qu'au niveau de l'aéroport, un bureau érigé à cet effet s'occupe désormais de nos compatriotes pour éviter tout désagrément. Concernant Ernest Go-Traoré, victime des casses suite à la défaite du Mali face au Togo en 2005, sa plainte reste valable. L'injonction a été
donné au maire de la commune 5 du district d'inscrire les 10 millions dans le budget 2015 en vue du règlement du contentieux, car il s'agit de l'exécution d'une décision de justice ayant acquis autorité de la chose jugée. La lutte contre la mendicité, qui s'avère très difficile, a été notifiée et doit être combattue parce que condamnée par une loi en la matière, il suffit pour tous de s'y impliquer. Rappelons que parmi les interpellations, la seule qui est revenue pour la 6e fois consécutive reste le problème de délocalisation de l'usine de la société de détergents du Mali installée en zone d'habitation de la cité Mali Univers de Sotiba. Et notez que le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mohamed Ali Bachili, prendra part à Paris en France à la rentrée solennelle du barreau de Paris pour y représenter le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est reçu par le président de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils ont échangé sur la réforme du Haut Conseil et la vie des Maliens de l'extérieur. Chérif Abdourahmane Aïdara, président d'honneur du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, est au micro de Mariam Sagara. Nous avons rencontré le président. Dieu merci, on a trouvé un homme ouvert, compréhensif, démocrate, qui écoute attentivement nos doléances. Dieu merci, tout s'était très bien passé. On a parlé de la vie du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, des réformes à venir et les présences dans les institutions de l'État. Les Maliens et ceux qui les rapportent au Mali, ce qu'ils doivent faire désormais. Ceux qui n'ont qu'à se réunir, ils s'inscrivent tous pour les RAVEC. On leur fait appel. D'une audience à une autre, l'ambassadeur du Mali auprès des États-Unis a été reçu par le président du Haut Conseil des collectivités. À l'issue de l'entrevue, Tchéna Koulibaly est au micro de Ramata Konati. Je suis venu en visite de courtoisie, mais je suis aussi venu solliciter les directives du président du Haut Conseil, solliciter ses conseils avant de rejoindre mon poste à Washington. Le président, effectivement, ainsi que son équipe m'ont prodigué les bons conseils comme je les attendais, aussi bien dans les relations entre le Mali et les États-Unis d'Amérique, que aussi les relations que nous allons avoir avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Je suis vraiment très très satisfait. Ils m'ont fait beaucoup de bénédictions. Alors tout ce qui m'a été dit fera partie de mon bréviaire dans la gestion de nos relations. Et nous avons cette déclaration. Le groupe d'amitié Mali-Palestine pleure et condamne avec la plus grande vigueur l'assassinat sauvage et brutal de Ziad Abou Haïm, combattant de la liberté, ancien prisonnier politique palestinien arrêté à maintes reprises par l'occupation israélienne, membre du Conseil révolutionnaire du Fatah, ancien vice-ministre des prisonniers de guerre et ministre de la lutte et de la résistance pacifique contre le mur et la colonisation israélienne. Je vous l'annonçais dans le sommaire. L'épouse du chef de l'État a rendu visite ce matin aux enfants de la pouponnière au siège de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali, UNAFEM. À travers de fructueux échanges, Keïta Aminata Maïga a pu se rendre compte des problèmes auxquels les deux structures sont confrontées avant de prendre congé de ses hôtes du jour. Elle a remis un important lot de vivres aux enfants de la pouponnière et aux membres de l'UNAFEM. Aïssata Salou Maïga nous en parle. La première étape de la visite de l'épouse du chef d'État a concerné les centres d'accueil et de placement familial connus sous le nom de pouponnière. Cette structure est un service public à caractère social. Si de sa date de création en 1956, elle accueillait seulement les enfants des femmes atteintes de maladies mentales, de nos jours, elle accueille les enfants abandonnés et les orphelins. À la date d'aujourd'hui, la pouponnière compte 226 pensionnaires. Ici, comme ailleurs, Keïta Aminata Maïga a fait un geste considérable en faveur de ce centre d'accueil. Il s'agit d'une tonne de riz et de mil, 5 sacs de lait, du savon, des vêtements pour enfants et des kits de lavage des mains, entre autres. C'est avec beaucoup d'émotion que l'épouse du chef d'État a visité les locaux du centre. C'est une structure que j'ai visitée avec beaucoup d'émotion. Et je pense qu'on va essayer d'interpeller un peu les autorités par rapport au problème d'adoption.
Ces dons ainsi acquis contribueront sans nul doute à répondre aux nombreux besoins de la pouponnière. Tout ceci se traduit par des besoins énormes qui ont pour nom la présence des enfants en situation de handicap dont le nombre augmente de jour en jour, l'alimentation, l'habillement, les loisirs, les moyens logistiques, la prise en charge des nounous par l'État. Après la pouponnière, Keïta Aminata Maïga s'est rendue au siège de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali, UNAFEM. Là, elle a pris connaissance des objectifs et des activités réalisées par l'UNAFEM. Ces objectifs sont entre autres de promouvoir la femme dans l'islam, rechercher l'unité islamique, favoriser la culture de la solidarité et de la paix, coordonner et harmoniser les activités de toutes les associations islamiques de femmes au Mali. Je tenais à leur rendre une visite de courtoisie. Depuis fort longtemps, ils avaient demandé à me rencontrer, mais je pensais que c'était à moi. Je le voulais ainsi de me déplacer pour venir les voir et non pas qu'elles viennent me voir. C'est une structure importante dans notre pays qui fait beaucoup de choses et qui est un maillon du développement. C'est l'Union des femmes musulmanes. Et à ce titre, je pense que nous pouvons faire le chemin ensemble par rapport à la compréhension même de l'islam, à la compréhension du Coran. Faire des actions par rapport à la protection de la santé, la protection de la promotion de l'éducation et la promotion surtout de la femme dans l'islam. L'épouse du chef d'État a fait également un geste symbolique aux membres de l'UNAFEM. Suite à la reprise de la coopération financière des partenaires techniques et financiers avec notre pays, nous continuons de recevoir les réactions des partis politiques. Ainsi, dans un communiqué adressé à l'ERTM, l'Union pour la République et la démocratie, URD, apprécie la reprise de la coopération financière des partenaires techniques et financiers. Le parti rappelle également que cette reprise intervient après que le gouvernement se soit engagé à respecter les conditionnalités exigées par le Fonds mondial international. Les travaux du séminaire de la Fondation Balanzan viennent de s'achever. Ce séminaire de haut niveau a permis aux participants venus de toutes les régions du Mali de faire des propositions concrètes pour une sortie de crise définitive. Le reportage de Garibou Pérou. Le nouveau destin du Mali est désormais paramétré. Il est fixé par les contributeurs au processus de paix et de réconciliation nationale. Mémoire collective, les séminaristes, à l'issue d'une franche collaboration, ont fait une déclaration qui unifie davantage la société malienne. L'activation des mécanismes de réarmement moral des forces armées de sécurité et la culture de la citoyenneté à tous les niveaux. L'analyse et l'exploitation des leçons tirées du passé pour mieux préparer l'avenir. Progressivement, le Mali retrouve la stabilité après une crise sociopolitique et sécuritaire. Pour mieux préparer donc l'avenir de cette nation, les relais de la Fondation Balanzan sollicitent tous les fils à tenir un langage commun basé sur la vérité et la justice. Le mensonge est un choix. La vérité est un état. Quand on ment, on sait qu'on est en train de mentir. Mais la vérité, même si on la refute, la vérité 100 ans après, ça ressort, ça brille comme un diamant. Il est temps qu'au Mali, on commence à se parler d'un langage vrai. Je ferai un vibrant plaidoyer pour porter les préoccupations qui ont été exprimées ici auprès de qui de droit en vue de leur résolution. Espace de réflexion, cadre d'échange et d'expérience, la Fondation Balanzan a tracé la voie de la paix et de la cohésion sociale. Cette déclaration des représentants directs de la nation malienne constitue une disposition phare. Elle est un instrument dans la sensibilisation et la dissémination de l'information afin de consolider la démocratie et la paix partout au Mali. Et avant de parler d'Ebola, je vous rappelle que la reprise de la coopération financière des partenaires techniques et financiers, et je parlais bien sûr du Fonds monétaire international. Le cercle de Kenyeba mobilisé contre la fièvre à virus Ebola, les autorités administratives, politiques et sanitaires ont pris toutes les dispositions pour contrer la maladie. À ce jour, le cercle de Kenyeba n'a enregistré aucun cas, nous précise Jafar Haïdara.
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fièvre à virus Ebola, les autorités administratives, politiques et sanitaires du circuit de Kéniéba ont pris des mesures draconiennes allant de la sensibilisation à l'application stricte des mesures d'hygiène. Kéniéba vit une situation d'accalmie totale. Cette situation s'explique par l'anticipation que nous avons eue à ce niveau. Les élus ont mis à la disposition du médecin 7 millions, les maires et 1,7 million le conseil de cercle pour quand même faire face à cette maladie. C'est ainsi qu'on a énuméré des postes qu'on devrait couvrir. Le cercle de Kéniéba fait 618 km de frontière avec la Guinée, un pays gravement affecté par l'épidémie. Un cordon sanitaire a été installé à la frontière avec ce pays. Mais c'est le cordon sanitaire se trouvant à la frontière avec le Sénégal que notre équipe de reportage a pu visiter. Ici, des tentes sont dressées pour la prise en charge d'éventuels cas. Un contrôle strict est effectué par les agents de santé appuyés par la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la frontière du Mali-Sénégal. Mais il faut dire qu'on a également 2 autres cordons au niveau de la frontière avec la Guinée. Il s'agit du cordon de Djaka qui est vraiment dans la commune de Faléa et le cordon de Dagasaïdou qui est vraiment dans la commune de Sagalo. Et ces 3 cordons sont aujourd'hui tenus par des personnels de santé qui sont chargés de voir un peu les entrées et les sorties au niveau de ces frontières. Cette visite de terrain atteste l'engagement des autorités administratives, politiques et sanitaires de Kéniéba de barrer la route à la fièvre à virus Ebola, qui aujourd'hui n'a enregistré aucun cas de fièvre à virus Ebola. À présent, le point de la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali à la date du jeudi 11 décembre 2014. Ce jour, jeudi 11 décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et à la fillette de Caille. 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. 0 nouveau cas confirmé ce jour, 0 suspect ce jour. Le nombre de personnes contacts est de 26. Le nombre de contacts suivis ce jour est de 26. Le nombre de contacts non vus est de 0, soit un taux de suivi de 100%. Le seul cas en traitement dans un stade spécialisé est guéri. Il a été libéré ce jour, jeudi 11 décembre 2014, ce qui porte à 2 le nombre de cas confirmés, traités et guéris. Malgré la stabilisation de la situation, le gouvernement appelle la population à la vigilance et à signaler tous signes pouvant évoquer cette maladie aux services compétents afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. Les journalistes à l'école des droits de l'enfant et de la communication en situation d'urgence pour une riposte à la maladie à virus Ebola. La session a débuté ce mercredi au centre Sunefor de Sikasso. Sekou Konati. Par l'organisation de la présente session de formation qui regroupe les hommes de radio de Caille, Bamako, Ségou, Koulikoro et Sikasso, le ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, en partenariat avec l'UNICEF, veut mieux informer ses acteurs sur les droits de l'enfant et urgences humanitaires en vue d'appuyer la riposte à la maladie à virus Ebola. La maladie à virus Ebola, nous ne devrions pas perdre le sens de la mesure. Il suffit juste d'observer des mesures assez élémentaires pour pouvoir se prémunir de cette maladie. La problématique des droits de l'enfant
la santé, le lavage des mains au savon, la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'éthique et la déontologie sont les thèmes qui seront exposés et débattus au cours de cette session. Concrètement, nous attendons une grande sensibilisation des hommes et femmes de médias et espérer justement qu'ils porteront vraiment le vrai message, éviter les rumeurs, et c'est pour ça que nous avons prévu des modules dans le cadre de la crise Ebola, particulièrement des modules sur la gestion des rumeurs. Une initiative que la région de Sikasso salue. L'occasion est donc opportune pour moi de vous exhorter à plus d'engagement en faveur de la cause des enfants, mais aussi plus de promptitude à l'accompagnement des pouvoirs publics à booster toutes les épidémies hors de notre pays. Après des séances théoriques, des activités pratiques de production d'émissions radiophoniques seront menées par la vingtaine de participants. Les efforts du Mali dans le cadre de la lutte contre Ebola salués et récompensés à Washington. L'USAID va financer le renforcement de la plateforme numérique du ministère de la Santé dans le cadre d'un compact intitulé Challenge Ebola. Le projet va bénéficier d'une enveloppe de $5 000. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le docteur Ousmane Ly au micro de Salif Sanogo depuis Washington. Nous avons eu juste le dimanche passé l'heureuse nouvelle que notre projet a été retenu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de passer à échelle tout ce que nous avons fait déjà au niveau du ministère de la Santé sur l'utilisation des technologies de l'information pour combattre Ebola. Donc, notamment les outils numériques du ministère de la Santé contre Ebola. Il s'agit de notre site web où il y a tous les jours l'information officielle sur Ebola. Il s'agit de la page Facebook du ministère de la Santé, où on a vraiment beaucoup de gens qui viennent maintenant. Et tous ces deux outils sont aujourd'hui ont été visités par plus de 10 000 internautes. Et il s'agit aussi de notre outil qui est le système d'alerte en temps réel sur Ebola. Et enfin, les centres d'appel, le service des numéros verts qui a été mis en place pour lutter contre Ebola et donner les informations les plus exactes à la population. Donc c'est l'ensemble de ces outils numériques que nous avons mis en place et qu'on a réunis en un seul projet, qu'on a soumis au grand challenge de l'USAID et nous sommes parmi les finalistes. Et ça veut dire qu'il y aura un financement, un appui, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Oui, bien sûr, si nous sommes retenus parmi la vingtaine de finalistes, ça veut dire que nous aurons un financement d'environ $100 000 pour pouvoir passer à échelle notre projet, ce qui serait vraiment une très très bonne chose pour le ministère de la Santé et l'Agence de télésanté et d'informatique médicale, car ce que nous menons aujourd'hui a quelques insuffisances, donc il s'agit d'améliorer et d'être plus performant et d'être plus efficace dans ce que nous faisons pour lutter contre cette maladie qu'est Ebola. Sur un tout autre chapitre, examiner les documents soumis à leur approbation en vue de faire des recommandations pouvant favoriser l'atteinte des objectifs du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM. Telle est la mission que se donne son comité d'orientation et de pilotage qui a ouvert ce jeudi matin les travaux de sa 5e session. Mamoudou Sidibé. Le comité d'orientation et de pilotage du projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM, lors de sa 5e session, aura à examiner 5 documents soumis à son approbation. Il s'agit du compte-rendu de la 4e session, de l'état de mise en œuvre des recommandations de la mission conjointe au gouvernement du Mali, Banque mondiale et FIDA, l'état de la mise en œuvre des recommandations de la session de 2014, le rapport annuel et le programme d'exécution technique et financière de 2015. Ce programme a été fixé à 11 milliards, à près de 11 milliards de francs CFA pour l'ensemble des activités, de toutes les 3 composantes qui constituent le projet. C'est sur ces activités, à la date du 30 novembre, nous avons pu réaliser un peu plus de 50%. À la date d'aujourd'hui, et selon les dernières informations de nos logiciels, nous sommes à 60%.
Nous espérons réaliser ces programmes d'exécution technique et financière au titre de l'année 2014 à 80% d'ici la fin de décembre. Ces résultats sont certes appréciables. Cependant, le défi est de réaliser et d'achever cet important projet d'ici fin 2017. J'invite l'équipe du projet à poursuivre la dynamique enclenchée afin de relever ce défi en respectant un certain nombre de bonnes pratiques de gestion, dont la célérité dans l'élaboration des rapports de suivi financier, l'amélioration de la qualité des pièces justificatives et leur dépôt à temps. Le projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM, dont il est question, va poursuivre ses objectifs qui sont l'augmentation de la productivité des exploitations agricoles familiales et des producteurs en agrobusiness dans les bassins de production ciblés par le projet et l'accroissement de l'utilisation et de l'application des techniques de gestion durable des eaux et des sols. La commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers informe sur la base des prix fournisseurs du mois de décembre 2014, les prix indicatifs plafonds à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit, applicables à compter du vendredi 12 décembre 2014. Supercarburant sans plomb, 762 francs CFA, pétrole lampant, 566 francs CFA, gasoil, 664 francs CFA, distillate diesel oil, 664 francs CFA, fuel oil 180, 470 francs CFA, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 845 francs CFA. Conférence débat à Trougoubé dans le cercle de neuro du Sahel sur la sensibilisation et l'information sur les risques liés à la migration irrégulière. Elles étaient animées par une délégation du ministère des Maliens de l'extérieur en collaboration avec l'association des élèves et étudiants ressortissants de la commune urbaine de Trougoubé. Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Aliou Touré. Cette campagne de proximité se veut inclusive et participative. Les échanges ici avec les populations de Trougoubé ont porté sur les questions liées à la migration et identifié les secteurs porteurs qui peuvent bénéficier de l'appui de l'État. Trougoubé est une bourgade de plus de 9000 habitants où la migration est ancrée dans les traditions. Les enfants de la localité veulent contribuer à la sensibilisation. Ils sont plusieurs milliers de jeunes bravalides qui tentent chaque année d'immigrer clandestinement pour un avenir incertain. La situation est plus que dramatique et nous interpelle tous. La semaine est une opportunité pour le ministère des Maliens de l'extérieur d'attirer l'attention des jeunes sur les dangers liés à la migration clandestine. Notre ambition aujourd'hui est d'organiser la migration légale. Une modalité de la migration qui protège la dignité et la vie du migrant. Et malgré des efforts consentis par le gouvernement, et la société civile est confrontée à la traite des êtres humains. Les enfants mineurs et les femmes, malheureusement, de plus en plus alimentent des migrations irrégulières aux conséquences énormes. Lors des échanges, les difficultés ont été évoquées, entre autres le manque de routes, l'insuffisance des pluies, la présence des oiseaux granivores. Quant aux femmes, elles ont souligné les problèmes d'eau au niveau de leur périmètre maraîcher. À Trougoubé, les populations sont de plus en plus conscientes du problème. Elles souhaitent la création des activités génératrices de revenus qui permettent de fixer les jeunes sur place. Direction Sikasso qui abrite la deuxième édition de la foire agricole FASCO. Le rendez-vous du donner et du recevoir du monde de l'agriculture s'est ouvert ce mercredi au stade Babemba Traoré de Sikasso et ils sont plus de 100 exposants à être présents pour cette édition. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère du Développement rural, Daniel Kelema. Le compte-rendu de Sekou Konaté. Pour ce rendez-vous 2014 de la foire agricole de Sikasso FASCO, plus de 200 exposants ont répondu à l'appel du Conseil régional de Sikasso pour une deuxième édition qui se veut celle des innovations. C'est pourquoi la première édition innove avec la participation des acteurs des filières bétail-viande, pisciculture, volaille.
Une autre innovation que je salue singulièrement est celle des potières. Comme vous le savez, la poterie est un métier millénaire pratiqué par les femmes dans le milieu rural. Pendant 4 jours donc, producteurs, transformateurs, fournisseurs d'intrants et d'équipements agricoles feront étalage de leur savoir-faire afin de faire découvrir au public tout le potentiel d'un secteur que l'on veut, le moteur du développement économique. Ce qui justifie l'accompagnement des partenaires techniques et financiers et pouvoirs publics. Cette foire va permettre aux organisations paysannes de tirer profit de leur activité, augmenter leurs revenus et assurer la sécurité alimentaire dans la région. C'est dans l'esprit d'une dynamique de multi-acteurs que l'on peut potentiellement entamer le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'entreprise moderne, créatrice d'emplois et génératrice de prospérité. Les présidents de l'AOPP, l'honorable Tchassé Koulibaly et de l'APECAM Bakary Togola, de saluer cette initiative de promotion et de valorisation des filières agricoles. La visite de la centaine de stands a permis aux visiteurs de mesurer toute la technicité des opérateurs du secteur. La deuxième édition de la FASCO dure 4 jours. Rendez-vous donc à Sikasso, tenu en 5e région de la première conférence régionale sur les conventions locales de pêche. L'institutionnalisation de la conférence régionale sur la pêche en région de Mopti fait partie des recommandations, nous précise Yacouba Maïga. Le poisson demeure une ressource commune de grande importance dans les écosystèmes halieutiques. Cependant, on assiste d'année en année à une diminution du potentiel à cause des aléas climatiques. Le sous-secteur souffre également du non-respect des textes relatifs à une gestion consensuelle et durable des pêcheries. D'où cette initiative du département en charge du développement rural à travers la Direction nationale de la pêche d'ouvrir les débats autour de la problématique de l'applicabilité des conventions locales de pêche et leur harmonisation avec les textes régissant la pêche et l'aquaculture au Mali et dans l'espace UEMOA. Le conflit, c'est quoi? C'est la mésentente. C'est le non-respect de ce qui se passe. C'est le fait de laisser les coutumes. Quand on reprend les coutumes, chacun sait ce qu'il fait. Les 2 jours d'échange ont abouti à un certain nombre de recommandations relatives, entre autres, à l'institutionnalisation de la conférence régionale sur la pêche en 5e région et la suspension du règlement des conflits de pêche au niveau des instances judiciaires au profit d'un règlement à l'amiable. Je vous donne l'assurance que les moyens nécessaires seront recherchés pour la suspension des contentieux en cours au niveau de la justice d'une part et de l'autre pour la mise en œuvre diligente des conventions de pêche. Cependant, votre engagement à la résolution des conflits sera obligatoire. En marge des activités de la conférence, le ministre du Développement rural a rencontré les membres de l'Union des sociétés coopératives des pêcheurs du delta intérieur du Niger, rencontre au cours de laquelle il a été surtout question de la problématique du conditionnement et de la commercialisation du poisson. Le commissariat à la sécurité alimentaire poursuit ses remises de dons. Il vient de faire don de 268 tonnes d'aliments bétail aux éleveurs vulnérables de 4 communes du cercle d'Assongo dans la région de Gao. Ce don a été financé par le Royaume des Pays-Bas. Boubacar Babli Touré, correspondance. 148 éleveurs vulnérables des communes d'Assongo, Bara, Talatay et Tessit dans le cercle d'Assongo qui ont bénéficié de cet appui en aliments bétail. Estimé à 268 tonnes, ce don vient ainsi répondre aux besoins cruciaux de manque de pâturage cette année à cause de la mauvaise pluviométrie dans la région de Gao. Cet appui est d'une importance capitale pour nous, éleveurs, car cette année, il faut dire que la campagne n'a pas été assez bonne. Au nom de mes collègues en pêcherie, au nom des éleveurs de ma commune, je suis très réjoui aujourd'hui parce que on vient de faire une importante donation en aliments bétail destiné à une des couches les plus vulnérables de la population. Chacune des communes a reçu 67 tonnes d'aliments bétail pour 37 éleveurs. Ainsi, chaque éleveur pourra prendre en charge 10 vaches laitières. Ce projet est une initiative du commissariat à la sécurité alimentaire et mise en œuvre par l'ONG CRAD, cabinet de recherche Action pour le développement endogène. Nous sommes aujourd'hui avec un manque de pâturage.
Et les animaux souffrent énormément. Et donc, quand les animaux souffrent, les populations en souffrent. Cette donation, elle vient à point nommé dans un secteur, en tout cas, en dehors des séquelles de l'occupation. Nous avons vu les pluies du Nil n'ont pas permis d'avoir un couvert végétal suffisant. On remercie l'État malien à travers le donateur. L'initiative s'inscrit dans le plan d'urgence en faveur des régions du Nord, financé par le Royaume des Pays-Bas. Et notez ce rendez-vous avant de poursuivre ce journal. Donc après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité de l'intervention du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la cérémonie de sortie de la deuxième promotion de l'ENA. En deuxième région, une délégation de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, conduite par son secrétaire général Yacouba Katile, a rencontré ce mardi les travailleurs de Koulikoro dans le but de les informer sur l'accord intervenu entre le gouvernement et l'UNTM. Daouda Kouné, les détails. Cette visite à Koulikoro intervient après celle à Mopti, Ségou et Sikasso. D'entrée de jeu, le secrétaire général de l'UNTM a dit qu'il était venu dans la capitale du Mékitan pour honorer un engagement qu'il avait pris lors du 12e congrès de la centrale syndicale des travailleurs du Mali. Et venir à Koulikoro parler des problèmes des travailleurs, si on ne parle pas du comment, c'est comme si on n'est pas venu pour vraiment s'imprégner des problèmes des travailleurs. Pour la simple raison, il y a beaucoup de travailleurs qui, au niveau du lieu commun, ont des difficultés suite vraiment à la reprise des lieux communs par des particuliers qui, depuis cette reprise à aujourd'hui, il y a des difficultés pour pouvoir vraiment fonctionner comme ça se doit. Et pourquoi pas aujourd'hui faire un plan pour voir si les repreneurs n'est pas en mesure vraiment de supporter, qu'on puisse renvoyer encore à l'ascenseur. Et autrement dit, renvoyer au gouvernement pour que l'État puisse désormais reprendre la société afin de pouvoir embaucher les travailleurs et puissent travailler conformément à ce qui a été arrêté. Et c'est pourquoi l'UNTM a demandé à ce qu'on fasse vraiment un bilan de privatisation. Parce que ça a été privatisé, l'objet fondamental était de faire en sorte que quand les privés vont prendre en compte qu'ils puissent bien travailler. Si se trouve que vraiment l'État même valait mieux que vraiment ces privés qui ont pris, pourquoi ne pas revenir encore à l'État? Au sortir de la salle, le secrétaire général de l'UNTM a assuré les travailleurs et travailleuses de Koulikoro que les interventions sont compilées et feront l'objet d'une attention soutenue. La maison d'édition Les Édices met à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 86 exemplaires du livre intitulé Le costume sacré et 86 autres pour l'œuvre Graines de chef. Les deux ouvrages sont des pièces de théâtre primées lors de la Semaine nationale de la jeunesse ainsi que de la Biennale artistique et culturelle. Selon l'éditeur Sambagnari, il s'agit de rendre accessible au plus grand nombre ces œuvres du patrimoine culturel national. Une autre figure de la musique malienne s'en est allée. Les pionniers de l'indépendance et les mélomanes des années de gloire du Mali connaissent tous Panga Dambélé. Il fut le tout premier directeur de l'ensemble instrumental national du Mali, ancien directeur artistique du Badema national et de l'Orchestre national, chevalier de l'Ordre national du mérite. Panga est décédé le 9 décembre à l'âge de 82 ans. La nation lui a rendu un dernier hommage le mercredi 10 décembre. Maganfin Konaté, reportage. Né en 1932 à Téni, Soudan français, Panga Dambélé, après les études primaires, s'est engagé dans l'armée pour son service militaire entre 1948 et 1949. Au terme de ses obligations militaires, il devient instituteur à l'école fondamentale d'Amdalaï. Son talent pour la musique le conduit à l'INA où il devient professeur de musique. Panga était un musicien hors pair, maniant avec dextérité beaucoup d'instruments en plus de son instrument de prédilection, la trompette. Avec son orchestre La Fiesta Tropicale, il égayait toutes les soirées bamakoises de l'époque. Fondateur de la formation B, il fut aussi le premier chef d'orchestre de la formation A. Après, on l'a sollicité à l'ensemble instrumental national du Mali, qu'il a dirigé aussi. Jusqu'à présent, l'ensemble est en train de travailler avec son répertoire. Donc vraiment, on a perdu un homme de valeur, un homme de culture. Il a été mon premier chef d'orchestre quand j'étais encore au lycée Terrasson de Fougères. Et je crois que c'est lui qui m'a mis sur la voie de la musique.
Alors, et depuis lors, on s'est pratiquement peu séparés. Et tant et si bien que quand on a mis sur pied la formation qu'on appelait les pionniers de la musique moderne du Mali, il s'est déplacé, bien que malade, pour aller nous rendre visite et nous appuyer, n'est-ce pas, sur notre initiative. J'ai fait mes premiers pas par là. À l'époque, on appelait la direction nationale des arts et de la culture. Et c'est lui qui a fait les premiers pas pour moi. C'est tout un album de la culture qui est cassé. Le fondateur de l'Union soudanaise RDA, Panga, fut très actif dans les instances de ce parti. Il était président d'honneur de l'association des parents d'élèves de Ntomin Korobougou. Chevalier de l'Ordre national du Mali, Panga nous a quittés ce 9 décembre à l'hôpital de Luxembourg. Les anciens collaborateurs et les milliers de fans ont accompagné Panga à sa dernière demeure au cimetière de Amdalaï. Que son âme repose en paix. Amen. Bonsoir à tous. C'est la fin de ce journal.